Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, une voix chaude, au timbre brûlé, s'est éteinte. Dans ses éclats et ses soupirs, elle nous parlait toujours de la France. À pas lents, une silhouette imposante s'éloigne, laissant dans son sillage un parfum de gitane et de combat pour la République. Le jeudi 7 janvier, Philippe Séguin nous a quittés. Pour moi, il n'y a pas d'honneur plus cruel que celui qui me porte aujourd'hui à célébrer sa mémoire. Et pourtant, en ces heures si tristes, je me souviens de ses yeux malicieux, de ses fulgurances intellectuelles, de sa gravité perfectionniste, de ses colères grondantes qui pouvaient être suivies d'un rire éclatant. Je me souviens d'un homme inclassable et frondeur, imposant à des salles parfois hostiles un silence tendu par l'intelligence de ses mots et par la noblesse de ses idéaux. Je me souviens de l'autorité rayonnante avec laquelle Philippe Séguin orchestrait nos débats. Arbitre de nos différends, il ne fut ni l'homme de la droite, ni celui de la gauche, mais l'homme de la République. Son goût du pluralisme éclairait sa passion de l'unité nationale, parce qu'il n'y a pas un peuple de gauche contre un peuple de droite, il n'y a que le peuple français capable, dans son unité, de toutes les grandeurs. Je veux me souvenir de l'éloquence de Philippe Séguin. Il croyait au pouvoir du verbe qui conduit l'action. Respectueux de l'intelligence dont est capable tout un chacun pour peu qu'on la sollicite, il cherchait à inspirer l'estime du fait politique et la dignité du débat républicain. L'intensité de ses engagements ne se confondit jamais avec le mépris de l'adversaire politique. Philippe Séguin fut toujours digne et loyal dans la controverse. Méditons la vigilance à laquelle il nous invite dans ses mémoires. Contre les émotions instantanées sur lesquelles joue la médiacratie. Le discours cherche à réintroduire le temps long de l'argumentation raisonnée. Contre la réduction des hommes au statut de consommateurs par la sondocratie, il cherche à s'adresser aux citoyens. Contre le conformisme propre à la tyrannie cathodique, il cherche à réintroduire la contradiction. Je crois, mesdames et messieurs les députés, à la modernité d'une pensée et d'un style qui honore notre démocratie et plus encore la condition humaine. J'ai en mémoire son discours sur le traité de Maastricht, qui fut un coup de tonnerre dans le ciel si tranquille de l'établissement. Et j'entends encore ce discours si bienveillant en hommage à Pierre Bérégovoy. Préservons le mystère du geste qui brisa cette vie. Conservons pour nous-mêmes la méditation qu'il nous impose sur la part d'ombre, les épreuves et les espoirs trompés qui jalonnent la vie d'un homme public, sur les exigences terribles et l'engagement entier qu'appelle parfois le service de la nation. Je souhaite avec vous me souvenir de Philippe Séguin chaleureux, prévenant avec les plus modestes, touché par les blessés de la vie, intransigeant aussi, comme il l'était avec lui-même, ombrageux et fier, mais encore pudique, insatisfait et hanté par les épopées qui soulevèrent la France, hanté par la mort de son père, l'aspirant Robert Séguin, tombé au combat en 1944. L'annonce du décès de Philippe Séguin a soulevé une vague d'émotions et de louanges. Toute la classe politique, tous les Français ont été touchés. Que ce flot d'éloges converge vers un homme qui n'a que peu exercé le pouvoir exécutif n'est que plus saisissant encore. C'est la marque des hommes libres, ceux dont le rayonnement transcende le prestige des fonctions. C'est le destin de ceux qui, comme Pierre Mendès France, ont moins recherché les titres que le pouvoir intellectuel et moral. Philippe Séguin incarne une certaine idée de la politique, faite d'intégrité et de vision, indifférent aux modes, étranger aux familiarités et aux paillettes qui abaissent le crédit des hommes publics. Il opposait
à la société du spectacle, la culture et le sens de l'histoire. La République fut le fil de sa vie. Contre les féodalités, il exigeait l'État dont l'autorité est fondée sur la rigueur de sa gestion. Contre les inégalités sociales et les communautarismes, il en appelait à l'école des hussards. Contre le sectarisme, la laïcité. Contre le cynisme économique, le gaullisme social, qui allie les forces de la liberté et celles de la solidarité. Contre le conservatisme, le goût de la modernité industrielle que lui transmit Georges Pompidou, dont Philippe Séguin fut le collaborateur. Contre les corporatismes, l'intérêt général. Contre les divisions, l'unité nationale. Philippe Séguin n'est pas un républicain de circonstance. Il n'était pas un patriote de hasard. La nation française, écrivait-il, ce n'est pas un clan, ce n'est pas une race, ce n'est pas une tribu. La nation, c'est ce par quoi on accède à cette dignité suprême des hommes libres qu'on appelle la citoyenneté. L'idéal du citoyen souverain, conscient de son rôle et responsable de son vote, est à la source de sa haute conception de la République et de la démocratie. C'est pour défendre cet idéal qu'il menace à charge contre le traité de Maastricht. Seul ou presque contre tous, Philippe Séguin décida de dire non. Non au conformisme de la pensée unique. Non à la mécanique technocratique. Non à la domination d'une banque indépendante des pouvoirs. Non à la petite Europe. Non à la standardisation des souverainetés nationales. Il y a dans cette révolte solitaire une part du caractère français et du tempérament gaullien. Nous voulons l'Europe, mais debout, disait-il. Il voyait les choses en grand, non pour assouvir un nationalisme étroit, mais parce qu'il voulait une autre Europe. Que l'on fût d'accord ou non avec son combat, personne ne resta indifférent au dynamisme de ses arguments lors du référendum de 1992. Avec le temps, plusieurs de ces intuitions se révèlent justes. Et si je milite avec vous pour une Europe politique, c'est parce que j'ai la conviction que l'aventure européenne n'a de sens que si ses responsables sont aux commandes. La nécessité du politique, je la retrouve aussi dans son analyse de la mondialisation. Analyse à bien des égards prémonitoire. Avant beaucoup d'autres, il dressa un réquisitoire lucide sur ses dérives. Il le fit sans démagogie, parce que la mondialisation est, pensait-il, un fait qui nous impose d'adapter notre modèle économique et notre pacte social. Mais son réquisitoire fut sans concession, parce qu'il n'acceptait pas l'idée que la mondialisation nous prive de notre capacité d'agir. Le pouvoir d'agir, là était l'obsession de Philippe Séguin, qui ne fut pas seulement un homme de pensée. On le présente parfois comme un nostalgique de nos grandeurs anciennes, un défenseur poignant d'une France qui aurait donné son congé au monde. Toute l'action de Philippe Séguin s'inscrit en faux contre ces clichés. Partout où il fut en responsabilité, il entreprit, transforma, réforma. À Épinal, il fut un maire exceptionnel qui redessina le visage de sa ville. Ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, il noua des relations confiantes avec les partenaires sociaux et n'hésita pas à mettre un terme à l'autorisation administrative de licenciement. Soucieux de dire et d'agir pour la vérité, il engagea une politique résolue de maîtrise des comptes sociaux. Président de votre Assemblée, il n'eut de cesse de revaloriser ses droits et d'actualiser son règlement. Il restera comme l'un des présidents parmi les plus brillants et les plus respectés. Premier président de la Cour des comptes, il donna à l'institution de la rue Cambon une vigueur inégalée, il la modernisa, lui garantit son indépendance et lui offrit en partage son autorité et son charisme. Cette foi en la politique, ce refus du fatalisme qui est l'antichambre du déclin, cette conception du progrès humain qui ne se perd pas dans la course au profit, cette synthèse entre l'efficacité économique et la justice sociale, tous ces principes qui étaient chers à Philippe Séguin retrouvent leur actualité et fondent son héritage. Je ne sais pas si un jour Philippe Séguin eut véritablement le souhait d'exercer le pouvoir exécutif.
mais il ne fit rien pour l'obtenir par des compromis. Dès lors, il fera davantage campagne pour les autres que pour lui-même. Et il les mena d'ailleurs souvent au succès. Son problème ne fut jamais les Français, mais les partis, les coteries, les arrangements. Et lorsque je parle d'arrangements, j'évoque ces pactes intimes que l'on noue avec sa conscience et ses propres tourments. Avec ceux qui, comme moi, ont regretté de ne pas avoir vu Philippe Séguin assumer de plus hautes fonctions encore, me reviennent les mots de Camus: le héros est celui qui fait non ce qu'il veut, mais ce qu'il peut. Lui, l'enfant de Tunis, le pupille de la nation, lui qui gravit tous les échelons de la République, fut le héros d'une vie qui ne lui promettait rien, mais qu'il dressa de toutes ses forces vers ses rêves. Que reste-t-il du séguinisme, s'interrogent certains observateurs. S'il est bien une question qui doit faire sourire Philippe, c'est bien celle-ci. Lui qui prit le malin plaisir de décourager ceux qui voulaient enfermer sa liberté dans un courant où ses pensées seraient froidement administrées. Lui qui se défiait des idéologies et des maîtres à penser qui ignorent le poids des circonstances de l'histoire. Il n'y a pas de séguinisme de parti, il y a Philippe Séguin. Philippe Séguin incarnant l'idéal républicain et la gloire du politique. Philippe Séguin dont la trajectoire lumineuse peut inspirer chacun d'entre nous. Philippe Séguin solitaire et pourtant populaire, comme le furent Gambetta, Clémenceau et tous les lions de la République. Si le séguinisme existe, il faut en chercher l'essence au sein du peuple français lui-même. Ce peuple épris de liberté, de fierté, de grandeur, à qui il donna sa voix. Ce peuple qui, de Valmy au Vercors, trouva toujours la force de se soulever pour la justice et pour son honneur. Puisque tout recommence toujours, écrivait le général de Gaulle, ce que j'ai fait sera tôt ou tard une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. Philippe Séguin fut un rugissement, un jaillissement du gaullisme. Et le gaullisme est éternel autant que l'est l'esprit de révolte. Le gaullisme, c'est la flamme qui éclaire les peuples que l'on méprise et que l'on bâillonne. C'est la flamme de la liberté, c'est celle de l'indépendance nationale. Cette flamme qui inspirait Philippe Séguin ne s'éteindra jamais. La France qu'il aimait nous oblige. Elle nous oblige au courage de l'action. Elle nous oblige au rassemblement national lorsque l'intérêt est en jeu. Elle nous oblige au goût de la vérité plutôt que celui des illusions, au choix de la droiture plutôt que celui de l'esquive. Mesdames et messieurs les députés, Philippe Séguin se voulut acteur d'une épopée. Mais il dut, comme chacun d'entre nous, se résoudre à agir avec son époque. Il y avait en lui une part de Cyrano de Bergerac. Et empruntant sa tirade ultime, je vois Philippe se disputer avec ses vieux ennemis, le mensonge, les compromis, les préjugés, les lâchetés. Je sais bien qu'à la fin, dit Cyrano, vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats. Et il y a quelque chose que sans pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous, et c'est mon panache. Hier, la cérémonie aux Invalides est venue clore une vie en la ressuscitant parmi les grandes figures de notre histoire. Philippe Séguin nous a quittés, mais son souvenir ne nous quittera jamais. J'adresse à Béatrice, son épouse, à sa famille, un témoignage d'affection, et je veux dire à ses enfants, Catherine, Anne-Laure, Pierre et Patrick, qu'ils peuvent être fiers de porter son nom.